Bonsoir à tous et bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 19 août et à la une de cette édition, IBS et la décision de justice rendue la semaine dernière par le tribunal administratif. Dans ce journal, nous parlerons également du retour des Hadj. Paul-Arthur Avit s'est rendu à la barge afin de recueillir des réactions. Qu'est-ce que le jour du dépassement? Cette année, il avait lieu le 29 juillet. Précision dans ce journal. Je vous le disais en titre, les pèlerins continuent de revenir de la Mecque après l'arrivée d'une grande partie d'entre eux hier. Cinquième pilier de l'islam, le Hadj est obligatoire selon le Coran pour toute personne ayant les capacités physiques et financières. Un voyage vers le lieu saint de l'islam considéré comme un symbole de cette religion. Un reportage signé Paul-Arthur Avit. Les Hadj sont rentrés de leur pèlerinage à la Mecque hier et continuent d'arriver aujourd'hui. Symbole de la religion musulmane et cinquième pilier de l'islam, le Coran le rend obligatoire pour toute personne responsable qui en a la capacité physique et financière. Atoumani Ahmada, l'ayant fait, est content de la façon dont s'est déroulé son voyage. Le voyage s'est passé bien parce que comme le voyage bien, qu'on dise que c'est bien passé, qu'on a bien fait le voyage, on a bien retourné, c'est l'essentiel du voyage. Le grand pèlerinage est l'objet d'un très grand prestige et demeure un facteur très important d'unité et d'échange entre les musulmans du monde entier qui témoignent d'une profonde ferveur à cette occasion. Malgré la fatigue due au voyage, Atoumani est heureux d'avoir pu le faire, même s'il n'en est pas à son premier coup d'essai. Bon, je me sens très bien, comme un peu la fatigue, mais quand même ça a été très bien passé. Au niveau de tout le parcours qu'on avait fait là-bas, ça a été très magnifique, quoi. Un symbole pour les musulmans du monde entier. En moyenne, chaque année, près de 600 Mahorais font le voyage vers le lieu saint. Tout autre sujet maintenant, on s'attarde dans cette édition sur l'affaire Kalash, une affaire qui a fait grand bruit sur les réseaux sociaux de Lille et pour cause, un concert du rappeur martiniquais a été annoncé à l'hôtel Le Trévani en juin, une annonce qui a provoqué un fort engouement de la part des Mahorais qui se sont tous rués sur les places. Un mois après, c'est le rappeur lui-même qui a annoncé sur les réseaux sociaux que ce concert n'avait jamais été prévu. Ce matin, Patrick Milan a reçu lors de la matinale les gérants de l'hôtel Le Trévani qui ont expliqué comment un ancien booker du rappeur a monté cette histoire de toutes pièces, un sujet signé Paul-Arthur Avit. Le rappeur Kalash a été annoncé en concert par l'hôtel Le Trévani en juin. Le 14 juillet, le rappeur a annoncé sur Twitter que cette annonce était fausse, qu'il s'agissait d'une publicité mensongère. Le problème, les places pour ce concert étaient déjà vendues. Ce matin, sur le plateau de la matinale, les organisateurs et directeurs de l'hôtel sont venus expliquer comment une telle chose a pu arriver. J'ai contacté le booker quand je vis ça. Ouais. Lui, le booker, il me dit qu'il ne comprend pas il ne comprend pas pourquoi ma Kalash il a mis ça, mais ils sont en train de moi je veux savoir. Et Kalash lui dit clairement que ce booker ne fait plus partie de son équipe. Voilà. Le problème vient donc d'un ancien booker du rappeur qui, par malhonnêteté, a inventé une fausse date de concert pour se faire de l'argent sur le dos des Mahorais. Les personnes ayant acheté des places peuvent se rendre à l'hôtel Le Trévani pour se faire rembourser leur achat. J'ai dit aux gens qui viennent avec leur ticket, on a déjà commencé à rembourser des gens. Ceux qui ne sont pas venus se faire rembourser, si quand ils vont voir les têtes d'affiche, si ça leur plaît, ils viennent, ils viennent avec le ticket, ils donnent le ticket Kalash et on leur donne le nouveau ticket. Les personnes intéressées par la soirée du 7 septembre peuvent donc se rendre à cette soirée où Kalash est remplacé par plusieurs têtes d'affiches mahoraises. Par ailleurs, le rappeur martiniquais a annoncé lors de la dénonciation de ce faux concert qu'il reviendrait sur Mayotte. Pour le moment, les dates ne sont pas connues. Tous les ans, l'ONG Global Footprint Network calcule en partenariat avec le WWF le jour du dépassement. Il s'agit de la date à partir de laquelle l'empreinte écologique dépasse la biocapacité de la planète. Une analyse approfondie qui révèle en effet cette année que si la population mondiale vivait comme les habitants des États-Unis, 5 planètes seraient nécessaires pour faire face aux pressions exercées par l'activité humaine. 4,1 planètes pour l'Australie
ou encore 2,7 pour la France. Toutefois, un effet d'atténuation reste à ne pas minimiser. Marion Tellier nous en dit plus. C'est cette année, le 29 juillet, qu'a eu lieu le jour du dépassement des ressources naturelles produites par la Terre. Un verdict glaçant calculé chaque année sur la base de 3 millions de données statistiques de 200 pays. Depuis les années 1970, la date du jour de dépassement se dégrade. En 1998, elle avait lieu le 30 septembre. Elle arrive cette année 2 fois plus tôt. Nous avons mangé plus de poissons, nous avons coupé plus d'arbres, nous avons émis plus de gaz à effet de serre que ce que la Terre était capable d'en produire ou d'en absorber en une année. L'humanité a crédit, une situation dramatique dont l'ampleur ne fera que s'accroître au cours des prochaines années. Le chemin emprunté par les grands décideurs internationaux va en effet souvent aux antipodes des intérêts de la planète. Reprise de la chasse à la baleine, exploration pétrolière dans le canal du Mozambique, fracturation hydraulique, déforestation massive partout dans le monde, y compris à Mayotte et à Madagascar, ou encore pollution des mers par les activités humaines. Face à ce constat monte un sentiment fataliste au sein des populations. Pourtant, un effet d'atténuation reste possible si chaque citoyen décide d'agir sur sa zone d'influence. Si nous changeons nos modes de vie, nous pouvons réduire de 60% les émissions de gaz à effet de serre, qui représentent quand même aujourd'hui la plus grosse part du réchauffement climatique. Alors qu'est-ce qu'il convient de faire? De se poser la question de est-ce qu'on a besoin de manger autant de viande, autant de poissons, donc peut-être réduire la part de protéines dans notre alimentation. Et puis surtout, quand on achète les produits dans les supermarchés, avoir une démarche beaucoup plus responsable en se posant la question de où ils ont été produits. Par exemple, des mabawa qui sont produits au Brésil et qui sont commercialisés à Mayotte, on peut peut-être essayer de trouver des ailes de poulet qui viennent de moins loin. Limiter le recours à la climatisation présenterait aussi un geste considérable pour préserver l'environnement. Dans ce contexte où l'effort de chacun doit être valorisé, des initiatives vertes voient le jour. C'est le cas de la vaste opération baptisée Green Legacy qui a eu lieu en Éthiopie le jour du dépassement. Pas moins de 350 millions d'arbres y ont été plantés. Le gouvernement espère ainsi fédérer autour d'une cause commune, lutter contre la déforestation et le réchauffement climatique. Elle défendra notre île pour Miss Excellence France le 18 janvier prochain à Toulouse. Pour l'heure, Nouroulaïni Payet savoure sa victoire. La jeune femme, originaire de Ouangani et lauréate de l'Académie de Mayotte en économie et gestion des affaires, était ce matin sur le plateau de Kamarboura pour partager ses premières réactions. On l'écoute. Moi, je m'y attendais pas du tout. Ouais. Je pensais pas qu'un jour j'en arriverai là. Et moi, personnellement, au début, je me suis engagée dans cette aventure pour justement apprendre à vivre avec d'autres gens que ma famille. Ouais. Et ce fut un plaisir parce que les filles, elles étaient superbes, on s'entendait super bien malgré qu'il y ait eu des hauts débats. Ça s'est super bien passé. Alors, c'est vrai que, comme chaque Miss, souvent, on va le dire, on s'y attendait pas d'être élu, mais quelque part, un peu si, parce qu'on se dit, allez, j'ai quand même ma chance, c'est pour ça que j'y vais. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que cette écharpe et cette couronne représentent pour toi aujourd'hui? Parce que c'est vrai que avant l'élection, on se dit, j'y suis pas encore, là vous y êtes. Qu'est-ce qu'elle représente vraiment cette écharpe Miss Excellence? Elle représente beaucoup pour moi. Et sans la comité Miss Excellence Mayotte et toute ma famille derrière et tous les gens qui m'ont soutenu, j'en serais pas là aujourd'hui. Et je les remercie beaucoup. La suite de l'affaire IBS, de nouvelles bornes de paiement express installées par EDM dans toute l'île et la colère des pêcheurs au four à chaud. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Tout de suite, les brèves de ce lundi 19 août. Pas de surprise concernant l'affaire qui oppose la société IBS à Vinci. Le tribunal administratif a autorisé vendredi 16 août le recours à la force publique en vue de l'expulsion d'IBS de la carrière de Kangani. Un verdict annoncé pour la 3e fois déjà depuis le commencement du litige. Elle n'a jusqu'alors jamais été appliquée, les préfets successifs craignant un désordre à l'ordre public. Pour rappel, le conflit naît suite à la vente du terrain de Kangani à Vinci, un terrain alors exploité depuis 15 ans par IBS
EBS. Au total, ce ne sont pas moins de 300 employés qui s'inquiètent encore aujourd'hui pour l'avenir de leur emploi si la société vient à être expulsée. Il appartient désormais à Jean-François Colombet de prendre la décision d'intervenir. Invité sur notre plateau mercredi dernier, il expliquait vouloir privilégier un rôle de médiateur de la part de la préfecture et prôner le dialogue entre les différents partis. Le directeur général du groupe IBS, Guillaume Narayanin, s'est quant à lui exprimé sur cette décision de justice. Il affirme respecter cette décision. Payer ses factures d'électricité sans avoir à faire la queue au guichet sera bientôt possible. EDM annonce l'installation de bornes de paiement express sur toute l'île. S'il n'en existe aujourd'hui qu'une à Kaweni, les villes de Pamandzi, Chirongui, Dzomonier et Kombani bénéficieront elles aussi bientôt de ces installations. De nouvelles facilités qui seront déployées dès cette fin d'année 2019 avec un budget total de 245 000 € pour l'achat et l'aménagement des bornes. Un partenariat avec la SMAE est d'ores et déjà envisagé. Il permettra aux usagers de régler leurs factures d'eau en bénéficiant d'un dispositif similaire. Le four à chaud en Petite Terre, théâtre de multiples protestations depuis plusieurs semaines. Les pêcheurs sont en colère et pour cause, ce lieu stratégique voit émerger de nouvelles installations au profit du Brochetti Monaco. Des travaux autorisés par la mairie qui ne sont pas au goût des pêcheurs. Ils aimeraient une meilleure prise en compte de leurs intérêts dans l'aménagement de la place. Parmi leurs revendications, l'installation d'un ponton ainsi que d'une halle aux poissons, un projet d'ores et déjà prévu par l'Interco de Petite Terre. À ce titre, les pêcheurs, la mairie, l'intercommunalité ainsi que la préfecture se sont réunis sur place mercredi dernier pour trouver une solution. Il a ainsi été décidé que 2 algécos provisoires seront installés près de la plage, à côté du Monaco, et mis à disposition des pêcheurs. Une proposition qui n'a pas satisfait tous les partis. Pour certains pêcheurs, la question reste la même. Pourquoi est-ce que ces installations voient le jour à l'endroit même où leurs travaux sont censés débuter en février 2020 ? Le maire de Dzaoudzi Abattoir et président de l'intercommunalité de Petite Terre se veut quant à lui rassurant. Il affirme qu'il y aura de la place pour tout le monde. Et à noter ce matin que les pêcheurs du four à chaud organisaient une réunion afin de décider des suites à donner à leur contestation, alors qu'une solution semblait avoir été trouvée. Moussa, le patron pêcheur, nous a indiqué que les professionnels de la filière préparaient un nouveau mouvement qui sera, je cite, plus dur. Retour en plateau avec notre invité Laurent Floch. Bonjour Laurent Floch. Bonsoir Marguerite, bonsoir à tous. Alors vous êtes le responsable départemental de Météo France et depuis hier, un train de houle important concerne notamment le sud et l'ouest de l'île de la Réunion. Des vagues maximales pouvant atteindre, c'est ça, de 4 à 6 mètres étaient attendues dans la soirée. Maurice et Madagascar ont également été touchés. Alors que s'est-il passé à Mayotte ? Ah oui, je me permets de revenir tout d'abord sur la cause de ces houles qui touchent effectivement le sud de Madagascar et puis les îles de Mascareigne. Donc en fait à cette époque-ci, classiquement, on a des hautes pressions qui se situent sur le sud de la zone, donc sud du canal du Mozambique vers l'Afrique du Sud et qui se déplacent d'ouest en est. Donc ces fortes pressions, juste derrière ces fortes pressions, on a un front froid. Et donc la rencontre de masses d'air plus fraîches en provenance du sud et de masses d'air plus chaudes au nord vont créer des coups de vent qui vont créer cette houle en amont, bien en amont, au sud du canal du Mozambique, et ensuite donc toucher fortement le sud de Madagascar et la Réunion. Alors effectivement, on parle dans les prochaines 24 heures de valeurs de houle qui sont de l'ordre de 4 à 6 mètres. Néanmoins, je tiens à rassurer les Mahorais, dans le canal du Mozambique et jusqu'à Mayotte, on n'attend pas des vagues de plus de 2,10 mètres à l'extérieur du lagon. Donc si on veut comparer par exemple avec l'épisode du mois dernier, donc le 21 juillet au soir, c'était des valeurs de l'ordre de 3 mètres au niveau de la houle. Et donc on est largement en dessous et donc avec un agenda qui va progressivement et de manière relativement modérée atteindre les 2,10 mètres mercredi matin. Mercredi matin. Donc avec des valeurs de vent qui ne devraient pas dépasser les 40 km/h. Donc là encore on est loin de l'épisode du 21 juillet dernier. Néanmoins,
Étant donné que la marée haute aura lieu à 7 heures du matin mercredi, donc nous conseillons aux pêcheurs néanmoins de prendre des précautions au niveau de toutes les côtes est et ouest, puisque les deux seront concernés. Alors justement, quel type de précautions pour les pêcheurs? Oui, le 21 juillet, on se souvient, notamment au four à chaud d'ailleurs, les embarcations avaient été, nous en parlions tout à l'heure, été détruites. Oui. Bon là c'est pas comparable encore une fois. On est 1 mètre en dessous au niveau de la houle et au moins 20 km/h en dessous au niveau des rafales. Néanmoins, comme c'est la marée haute, effectivement, la barrière de corail joue moins son rôle. Et donc, la houle va passer autour de 1,50 m à l'intérieur du lagon. Donc, ils connaissent bien, les pêcheurs, les mesures à prendre, mais effectivement, amarrer son bateau, éventuellement démonter le moteur, ils connaissent bien les mesures à prendre. Je ne vais pas leur donner mes conseils de pêcheurs. Alors justement, est-ce que ce genre d'épisode est courant à cette période de l'année? Oui, absolument, ça porte même un nom. Les pêcheurs l'appellent le koussi. Alors suivant la direction, si c'est légèrement sud-est, ça va être plutôt koussi matulaï. Si c'est légèrement sud, ça va être plutôt koussi maïbou. Donc là, on est plutôt entre les deux. Donc, et de toute façon, avec des valeurs de maximales de 40 km/h. Donc ça devrait graduellement monter jusqu'à 40 km/h, comme je vous l'ai dit, mercredi matin, et ensuite redescendre progressivement jusqu'à des valeurs de 20 km/h environ vendredi. Donc c'est un épisode qui va durer toute la semaine, en progressant et en montant jusqu'à mercredi matin, puis de redescendre. Et de même pour la houle. La houle, on va la garder un peu plus longtemps, puisqu'il y a toujours une inertie un peu plus grande. Alors justement, pour récupérer toutes ces valeurs, comment fait Météo France et surtout quels outils sont mis à disposition? On en parlait un petit peu avant l'interview. Dès le mois de janvier 2020, Mayotte aura un nouvel outil qui lui permettra de mieux calculer et plus précisément toutes ces données, c'est ça? Alors avant d'arriver à ce scoop concernant la mesure de la houle, Météo France depuis quelques années poursuit son effort pour quadriller l'île de Mayotte, alors que ce soit sur grande terre ou petite terre, de manière à avoir un standard qui commence à s'approcher du standard métropolitain. Donc à partir du premier semestre 2020, on devrait encore augmenter le nombre de points d'observation et donc justement rejoindre des standards à la fois de technologie et de quadrillage qui sont comparables à ce qu'il y a à La Réunion ou en métropole. Mais la particularité de ce premier semestre 2020, je vais pas vous dire que c'est pour janvier parce que c'est quand même un chantier assez important, c'est que nous allons mettre en place sur Mayotte pour la première fois un capteur de houle. Parce que pour le moment, les modèles que nous utilisons sont estimés. C'est-à-dire ils sont très précis, ils peuvent descendre jusqu'à 200 mètres de quadrillage, mais néanmoins, ils ne sont qu'estimés. C'est-à-dire que c'est le prévisionniste qui lui-même va, grâce aux observations des pêcheurs, grâce aux observations des utilisateurs de la mer, grâce à ses propres observations, se faire le biais du modèle mathématique. Mais aucun capteur scientifique ne permet de le faire encore. Et donc la grande nouvelle, c'est que nous allons avoir pour Mayotte un houlographe qui va être installé. Donc c'est un premier houlographe, c'est déjà bien. En attendant le second et j'espère le troisième. Donc le deuxième et j'espère le troisième. Et donc qui permettront de quadriller et de trianguler toutes les vagues autour de l'île. Alors justement, ce houlographe, on se le disait avant de commencer, il y a très peu de départements d'outre-mer qui en sont dotés. C'est assez exceptionnel que ce soit Mayotte qui en reçoive 20 assez rapidement. Absolument, et nous en sommes fiers. Tous les prévisionnistes de Mayotte en sont fiers, et moi le premier. C'est vrai. Et donc, c'est pas pour faire la compétition entre d'hommes, et donc loin de là. Mais néanmoins, c'est une première qu'il faut souligner, car c'est pas tous les jours que ce genre de première arrive sur Mayotte. Et alors justement, ce hologramme, il sera installé où et à quoi est-ce qu'il va ressembler? Est-ce qu'il y aura des relevés qui seront faits quotidiennement? Alors c'est mieux que ça.
Alors déjà pour l'emplacement, nous parlons régulièrement aux associations de pêcheurs, notamment un de nos prévisionnistes qui est très proche de ces associations, Youssouf Saïd Ali. Mais nous allons encore nous rapprocher encore un peu plus de ces associations de pêcheurs, car effectivement l'idée c'est de ne pas avoir ce qu'on appelle des fortunes de mer, c'est-à-dire des incidents sur ce holographe qui pourraient être causés par des impacts pour des gens qui ne connaissent pas l'emplacement. Alors l'emplacement n'est pas encore complètement déterminé, donc en gros c'est au nord-ouest de l'île, parce que c'est par là que viennent toutes les houles pendant la saison des pluies, notamment, saison cyclonique en particulier. Alors pour revenir sur la fréquence des mesures, donc c'est mieux qu'au quotidien, c'est des mesures qui seront transmises par satellite toutes les 30 minutes et qui nous permettront donc non seulement de voir arriver des houles de nord-ouest importantes, mais aussi toutes les houles qui contournent l'île, donc des houles d'est, des houles d'ouest et qui viennent par diffraction donc venir en contact avec ce houlographe. Et donc toutes les 30 minutes, on va recaler notre modèle, et ce qui permettra vraiment d'améliorer les performances de ce modèle, y compris dans le lagon, et même surtout dans le lagon. Et là, ce sont tous les utilisateurs, qu'ils soient institutionnels ou commerciaux, pêcheurs, plaisanciers, qui nous remercieront, je l'espère. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est Mayotte qui a été choisi pour hériter de ces nouveaux équipements? Est-ce que c'est vous, une demande que vous avez faite? Alors, de toute façon, si on n'avait pas fait la demande, on ne l'aurait pas eu. Mais non, ça reste une gestion des priorités au niveau du ministère des Outre-mer principalement, et même parfois au plus haut niveau. Et alors, ce hologramme ne donnera des données que sur Mayotte ou alors sur une zone plus étendue? Peut-être qu'on peut imaginer qu'il aille peut-être vers l'ouest, vers le Mozambique ou au nord, vers les Comores. Alors Marguerite, je vais d'abord vous corriger, c'est pas un hologramme, mais un holographe. Un holographe, pardon. Et donc ce holographe, en fait, il va être, c'est quelque chose de fixe et qui donc mesure en un point donné la hauteur des vagues. Donc il peut y avoir jusqu'à 30 trains de houle qui sont mesurés, et il mesure également la période de ces houles parce que c'est important pour en déterminer la puissance. Et puis ça va permettre surtout de recaler à l'intérieur du lagon. Et donc tout ça va nous permettre de mettre en place un certain nombre de bulletins spécifiques, notamment un bulletin lagon à l'intérieur du lagon. Et puis donc ça c'est pour le monsieur tout le monde, hein. Et puis aussi des vigilances vagues submersion qui vont être mises en place de la même façon qu'il y en a en métropole sur Mayotte courant 2020 grâce à ce recalage de houlographe. C'est une bonne nouvelle alors pour notre île. C'est une très bonne nouvelle pour Mayotte. Bon, merci beaucoup Laurent Floch. Donc on le rappelle, petite vigilance quand même pour mercredi matin, 7h. Je ne prononcerai pas ce mot-là. Non, pas de vigilance parce que, alors. Sinon je passe dans une autre manière de communiquer. Non, c'est plutôt une prudence. Mais effectivement, oui, que les pêcheurs prennent leurs précautions pour la nuit de mardi à mercredi, notamment la deuxième partie de nuit. Très bien, merci beaucoup Laurent Floch. Je rappelle que vous êtes le responsable départemental de Météo France. Avec plaisir. C'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour un nouveau journal. Bonne soirée à tous et à demain sur KTV.